Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission du studio Kalangu qui sont relayés par 47 radios partenaires dans l'ensemble du pays. Ce soir, le thème du forum porte sur fraude aux examens en République du Niger. Comment gérer et prévenir les cas? Au Niger, à l'instar de certains pays, la fin du premier et du second cycle de l'enseignement secondaire général est sanctionnée par un examen. Il s'agit de celui du brevet d'études du premier cycle BEPC, du brevet technique supérieur BTS d'État et du baccalauréat. Ces dernières années, l'organisation de ces examens connaît des perturbations liées à la corruption et aux infractions assimilées comme la fraude et les tricheries. Cette année, s'agissant des examens du baccalauréat, plusieurs cas de fraude ont été décelés malgré les mises en garde et les mesures prises. En conséquence décelées, des vagues d'arrestations ont eu lieu dans les rangs des candidats, notamment à Niamey et à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui explique cette récurrence des fraudes aux examens? Quelles sont les conséquences? Comment se fait la gestion des cas de fraude? Comment prévenir et mettre fin à ces fraudes au Niger? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Issoufou Arzika, vice-président de la société civile active ASSO EPT, El Haja Yacouba Yaye, président de l'association des parents d'élèves au titre de la région de Niamey. Bonsoir El Haja Yacouba. Bonsoir. Et Fred Hassan, chargé à la presse de l'Union des scolaires du Niger USN. Bonsoir Fred. Bonsoir à vous. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Je commence par Issoufou Arzika, vice-président de l'ASSO EPT. Issoufou, qu'est-ce qu'on entend par fraude plus précisément en milieu scolaire? Ok, merci beaucoup Studio Kalangu, merci madame. Alors, définir la fraude de région, il faut le faire de manière simple et accessible à tout le monde. Et de dire pratiquement tous les types de fraude et toutes les techniques qui pourraient être amenées les élèves ou même les enseignants pour contourner la mise en œuvre exacte des épreuves des examens de la soumission au candidat jusqu'à la correction. Parce que la fraude va jusqu'à la délibération. Elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau de la gestion même des épreuves où on peut avoir des fuites. Et à ce niveau-là, ça ne pourrait être qu'un niveau de responsabilité, c'est-à-dire ceux qui sont autour de ces fichiers et de ces épreuves qui pourraient peut-être soutirer des copies pour aller, en tout cas, et les mettre sur la place publique, peut-être souvent moyennant même quelque chose. L'autre étape de la fraude, c'est lorsqu'on soumet effectivement les épreuves aux enfants, aux élèves, aux candidats dans la salle. Ils peuvent avoir plusieurs astuces pour tricher dans les cours ou avoir les informations relatives aux bonnes réponses provenant d'un tierce. Donc, chose qui ne serait pas leur propre effort. Le tierce peut être une personne, ça peut être aussi un support animé ou inanimé. Ça pourrait être un papier, ça pourrait être le corps même du candidat, et ça pourrait être les bavettes ou même les téléphones. Et ça peut être aussi un candidat ou un voisin qui peut le transmettre à travers des signes. Maintenant, au niveau de la correction, la fraude consisterait effectivement aussi à faire tout pour éviter que la vraie note de l'élève arrive. En tout cas, celui-ci, surtout, il a de mauvaises notes. C'est où la substitution des copies. Il arrive qu'on trouve des astuces pour substituer les vraies copies de l'enfant et pour faire en sorte effectivement qu'il puisse passer alors qu'il ne le mérite pas. Enfin, ça c'est entre autres. Maintenant, l'autre fraude aussi, c'est les correcteurs. Il y a des codes par lesquels souvent un certain nombre de comment on appelle ça, de responsables de candidats. Peut-être chef d'établissement, peut-être promoteur des écoles privées, peut-être ainsi de suite. Il pourrait faire en sorte que, au niveau d'un jury, que les copies soient identifiées par un signe.
ou un vide entre paragraphes, ou en tout cas un signe, de manière que quand les correcteurs vont arriver, ils sauront de quelle vague de candidats il s'agit et les notes seront complaisantes. Maintenant, l'autre fraude ou infraction et qu'il faut dire, c'est au niveau des décideurs politiques. Et ça, c'est le gouvernement qui les fait parce qu'effectivement, il a le pouvoir de les faire. C'est lorsqu'on sort les vrais résultats et que ça devient catastrophique, il arrive qu'on les modifie. Et souvent, ce n'est pas au fait pour faire du bien à l'école. Le plus souvent, c'est pour soigner sa propre image, pour qu'on ne dise pas qu'à notre temps, on a fait des résultats catastrophiques. Donc, on fait des repêchages, jusqu'à des niveaux où, vraiment, du point de vue de la qualité, on porte atteinte au principe d'un système éducatif digne de ce nom. Et on nous produit du n'importe quoi comme élève breveté, comme élève bachelier. Et on attend qu'on fasse un miracle pour les changer, alors que les conditions pour le faire ne sont pas réunies. Alors vraiment, la fraude, elle concerne tout le monde. Il n'y a pas que les candidats, il n'y a pas que les enseignants. En fait, c'est toute la chaîne qui va de la conception de l'épreuve jusqu'à la proclamation. Oui, Issoufou Arzika, est-ce qu'ici au Niger, il y a des tests qui réglementent l'organisation des examens? Tous les examens sont réglementés. Tous les examens sont réglementés par des textes. Je ne prétends pas les connaître tous, et notamment avec la réforme du bac. Et je peux vous avouer que je n'ai pas encore eu le temps. Nous sommes partis à l'OBN, nous avons pris tous les textes. Dieu merci. Vraiment, on remercie l'OBN qui a mis à notre disposition tous les textes en format donc PDF. Et ça, Dieu sait que c'est beaucoup de textes. Donc, je peux affirmer effectivement que les textes existent pour réglementer les examens. Peut-être qu'il y a des insuffisances ou des injustices parce qu'il y a des principes quand même, et moi je crois, de droit sacré et personnel qu'il ne faut pas émousser à cause du confort de l'administrateur qui n'est pas capable de répondre aux réclamations, entre autres exemples, aux réclamations d'un candidat qui croit qu'il n'a pas eu ce qu'il mérite. Or, il y a des barrières à cela, entre autres. Nous pensons à notre niveau que c'est une injustice. J'informe donc à nos auditeurs que nous avons invité à l'Office du baccalauréat du Niger, l'OBN, à travers une correspondance. Donc, l'Office n'a pas jugé important de participer à notre forum. Je reviens vers El Haj Yacouba Yaye. Vous êtes donc membre du bureau régional des parents d'élèves au titre de la région de Niamey. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'organisation des examens du BPC et du baccalauréat au Niger? Merci Studio Kalangu pour l'opportunité que vous nous donnez de débattre de ce fléau qui est la fraude aux examens au concours ici au Niger. Nous, au niveau de notre structure, vous le savez très bien, nous sommes, et d'ailleurs comme beaucoup de structures, la fraude, elle est condamnable. Maintenant, il est bien dit que c'est une stratégie de contournement des mécanismes officiels et légaux dans la préparation des examens et concours. À ce titre, on ne peut que condamner la fraude sous toutes ses formes. Elle est multiforme. Il y a plusieurs sortes de fraude, comme l'a dit le président qui vient de finir son intervention. Vous prenez un exemple, quand ceux qui sont chargés de l'organisation des examens arrivent à subtiliser des copies et pouvoir les peut-être ventiler ailleurs, comme on l'appelle la fuite, c'est une forme de fraude. Au niveau même, dans la pratique, pendant les examens, vous avez des enfants qui ont, et même pas des enfants, des candidats qui arrivent à frauder soit avec des calculatrices électroniques, peut-être qui ont des mémoires, qui peuvent en fait enregistrer d'autres choses, des téléphones portables, bien que c'est interdit au moment des examens. Vous avez parfois également, verbalement, ils peuvent glisser des mots à certains de leurs collègues. On peut échanger parfois des copies. Vous voyez, elle est vraiment multiforme, la fraude. Mais maintenant, comment la combattre? Nous verrons ça certainement après. C'est un point et comment trouver des solutions. Parce que nous, parents d'élèves, nous sommes forcément contre cette fraude. Et nous appelons les uns et les autres, en tout cas, à éviter que leurs enfants puissent frauder
lors des examens. Pour cela, même l'année passée, au niveau de la région, des sensibilisations ont été menées dans les établissements scolaires pour attirer l'attention des enfants sur la fraude. Donc, nous verrons ça certainement un peu plus loin. Je vous remercie. Et Fred Hassan, chargé à la presse à l'USN, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la manière dont s'organisent les examens au Niger? Merci beaucoup, Studio Kalangu, de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer sur vos antennes. J'ai dit par rapport à ces phénomènes qui caractérisent de plus en plus notre société, notamment la fraude, c'est qu'il faut d'abord la définir comme toute action en réalité répréhensible à la loi. Et au niveau de l'ISN, était une organisation avant-gardiste qui a même en réalité contribué à la démocratisation de notre pays. Nous ne saurons cautionner une quelconque manière de fraude, peu importe si par ailleurs elle peut ou il peut y avoir nos militants qui peuvent se retrouver dans ces phénomènes. C'est malheureux, moi je l'ai toujours dit, c'est qu'il faut véritablement appliquer la loi dans toute sa rigueur. Parce que les textes existent. Tout à l'heure, mes prédécesseurs en ont parlé, il existe des textes. C'est parce qu'on ne sanctionne pas, évidemment, que ces phénomènes s'accentuent et se développent d'année en année. Si par ailleurs, il y a certains de nos militants qui sont présumés dans cette situation, qui sont accusés, c'est que la situation est pendante devant les tribunaux. Mais nous, notre point de vue par rapport à ces phénomènes, au-delà, parce que ce n'est pas cette année ça a commencé, il y a toujours eu ces phénomènes et c'est récurrent de notre société. Au-delà même de l'organisation des examens, on voit encore sur d'autres domaines, c'est toujours la fraude, même si celle-ci est multidimensionnelle. C'est-à-dire, nous, la jeunesse scolarisée, nous sommes en mal d'inspiration. Parce que nous voyons nos oncles, nos tontons, ils détournent des moyens de l'État. Facilement, ils font de ça une culture dans la gestion de l'État, dans la gestion des affaires publiques. C'est normal que les enfants de ces derniers-là puissent aussi leur emboîter les pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société en totale crise des valeurs. Toutes les vertus cardinales qui sous-tendent notre société sont bafouillées. Aujourd'hui, c'est la loi de l'argent, du plus riche. Et c'est la facilité, la quête du gain facile. De nos aïeux à nos parents et jusqu'à la nouvelle génération, c'est en réalité une crise des valeurs qui en réalité contribue à exacerber nos mœurs sur la base desquelles notre société était fondée depuis belle lurette. Donc c'est pourquoi j'ai dit à l'État de prendre ses responsabilités en laissant la justice faire son travail régalien et institutionnel, et à tous les acteurs de la société civile, l'association des parents d'élèves et tous les syndicats des enseignants ainsi que l'ISN de collaborer, créer les conditions d'une synergie d'action pour combattre ces fléaux qui risquent d'avoir des répercussions énormes sur l'avenir de notre pays. Parce que l'éducation est un domaine sensible, est un domaine dont dépendra même la survie de notre nation. Donc on ne devait pas en réalité laisser des travers entacher ces secteurs combien de fois importants. C'est pourquoi nous sommes convaincus que nous ne sommes pas en réalité en train d'encourager une quelconque médiocrité. Même si par ailleurs nous sommes interpellés par le devoir de défendre jusqu'au bout les intérêts matériels et moraux de nos militants. Mais cela ne veut pas dire que nous soutenons nos militants pour une quelconque médiocrité ou une quelconque violation de la loi. Mais ce que nous disons, c'est évident de le dire, surtout dans le contexte actuel qui traverse notre pays, c'est de dire évidemment que cette loi, elle doit s'appliquer à tous. Et tous ceux qui peuvent être impliqués dans ce genre de magouilles, dans ce genre de pratiques corruptives et vénales, c'est qu'ils doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. Et à la justice de faire son travail. Parce que nul n'est au-dessus de la loi par ailleurs, même si par ailleurs il y a ce qu'on appelle entre griffes des intouchables. Donc
je reviens par rapport à l'arrestation de nos camarades. Oui, Alfred, avant donc d'arriver à ce point, nous allons écouter Issouf Arzika, membre de l'ASSO-EPT. Les fraudes au cours des examens gagnent du terrain en ces dernières années. Qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup. Vous savez, la question des fraudes et des tricheries au niveau du système éducatif ont pris de l'ampleur dans les années 2000. Et si je parle des années 2000, c'est autour des années 2003, 2004, 2005 que véritablement ça s'était ébruité. C'est pas parce que ça n'existait pas, mais ça s'était ébruité vers ces années-là où il y a eu l'arrestation de 22 de nos collègues à l'époque, et dont actuellement la moitié n'est pas encore réhabilitée. Et chose grave, et c'est le politique qui est malheureusement encore indexé ici, c'est que lorsque l'enquête a été poussée plus loin, après que nos camarades, pour des mesures soi-disant conservatoires et administratives, on les a suspendus en attendant la fin de l'enquête, alors que les enfants des nantis et les nantis eux-mêmes qui étaient impliqués dans ces fraudes n'ont pas été inquiétés un seul instant. Alors, l'enquête poussée par la gendarmerie a détecté qu'au haut niveau, il y a des hautes personnalités et leurs enfants qui étaient impliqués dans ces fraudes-là, qui avaient déjà amené l'administration à prendre des mesures contre nos collègues à l'époque. Mais l'enquête s'est arrêtée là. Elle aurait été quand même équitable, même s'il ne faut pas croire à l'équité quand il s'agit du politique. Il aurait fallu au moins que les ministres impliqués, les dames impliquées et leurs enfants puissent aussi subir ces mêmes mesures conservatoires pour respecter quand même un peu le principe que nul n'est au-dessus de la loi. Et depuis lors, le SNEN, parce que c'était le SNEN à l'époque, c'était des militants de notre syndicat, donc on s'est battu pour que les camarades soient très pris. On a pu avoir gain de cause pour la moitié, et à peu près 11 je crois. Maintenant, l'autre dizaine, il n'y a pas plus de 2 ans de cela encore, je vous parle de 2004-2005, j'ai reçu les délégués de cette dizaine-là qui continuent à attendre que justice soit faite. Malheureusement, on fait sourd oreille devant cette injustice-là. Et depuis lors, vous avez vu ce qui est arrivé. Ce n'est même plus la fraude aux examens, c'est la vente des diplômes. Karamiko Baba, à Katakouin, parce qu'il y a eu l'impunité. Parce qu'on a préféré couvrir des individus pour ne pas les mettre mal à l'aise par rapport à leur confort utopique souvent et même insolent. Et ben voilà, la situation s'est dégénérée et on s'est mis à ne même pas faire les examens frauduleux, mais à avoir des diplômes sur le marché, s'il vous plaît, des diplômes fabriqués, moyennant de l'argent. Donc, c'est devenu un phénomène du fait qu'il n'y a pas eu de bons exemples. Maintenant, qu'est-ce qui amène la fraude? Vous savez, il y a l'envie de voir que l'enfant de l'autre, ou mon ami, il a pu passer, moi je n'ai pas pu passer. Il faut que je me débrouille pour le faire. Ce qui a amené la fraude aussi, qui a un peu contribué à exacerber la fraude, c'est les postes politiques. Vous voyez, quand vous avez du monde derrière vous, vous n'avez pas les niveaux nécessaires pour être nommé, on se débrouille pour avoir des diplômes qu'on n'a pas. Et vous allez voir des illettrés dire qu'ils ont un master, des illettrés dire qu'ils ont une licence, des illettrés dire qu'ils ont un brevet. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un grand électorat dans votre commune, et c'est vous peut-être le plus grand politicien, mais vous êtes un illettré. Vous avez les moyens, mais vous êtes un illettré, et vous voulez la mairie. Qu'est-ce qui se passe? On achète Karami, donc les BPC, et là vous êtes éligible au poste de maire. Ça a exacerbé. Maintenant, les postes de nomination, des gens veulent aller à des postes, ils n'ont pas les diplômes. Ils se débrouillent avec certains établissements. Ils se débrouillent avec certains informaticiens. On leur concocte des diplômes. Nous l'avions dit à l'époque, il faut sérier les diplômes. C'est facile pour un État. Chaque diplôme qui sort a son identité. Alors, dès que tu te présentes, il a un numéro. Un ordinateur, on n'avait pas besoin de l'Internet à l'époque pour le faire. Un ordinateur bien gardé dans le ministère peut bel et bien permettre de reconnaître tous les diplômes. Ça n'arrangeait pas les politiques. Donc, ils ont donné un mauvais exemple. Du coup, la fraude aux examens a eu une certaine hernie et est sortie pour s'épandre sur la société. Parce que le diplôme était devenu plutôt, pas un mérite, mais juste un moyen, un moyen, une clé, le sésame pour accéder à des choses qu'on ne mérite pas. Maintenant, à l'interne, pourquoi les élèves se mettent aussi à chercher à frauder? C'est qu'il y a un problème de niveau. Le système éducatif, dans son pilotage, parle politique, il faut le dire. Aucun enseignant ne gère le système éducatif. Aucun élève ne gère le système éducatif.
aucun professeur d'université ne gère le système éducatif. La politique de la gestion du système éducatif incombe uniquement au gouvernement. Maintenant, le travail de synergie pour que le système éducatif soit un système éducatif fiable incombe à tout le monde. Mais le pouvoir régalien de gérer le système éducatif et de décider de son sort revenait aux politiques, qui n'a pas su en faire une priorité. Même s'il le chantait et qu'il le mettait sous forme d'articles dans les lois, en réalité c'était de la poudre aux yeux. C'était du badigeonnage. La politique nigérienne a consisté à cela, malheureusement y compris dans l'éducation, le faire semblant. Il faut que de dehors on sente que ça marche. Ce qui se passe à l'intérieur n'intéressait personne. La situation s'est dégénérée et la fraude s'est généralisée, l'impunité aidant. On est devenu un système éducatif frauduleux et à coup de médias, à coup de bruit, à coup de mauvaise publicité pour l'éducation. Maintenant, est-ce qu'il y a une belle inspiration? Effectivement, le camarade de l'ISN a dit qu'ils sont en mal d'inspiration. Oui, vous n'avez pas un bon répertoire d'inspiration. Moi, j'ai eu à le dire. Malheureusement, aujourd'hui, être un ministre est synonyme de quelqu'un qui est placé pour s'enrichir. Et je vais vous dire, même dans les fadas, être bien placé veut dire que c'est juste un grand voleur. Tu as ton gros boubou et ton bonnet bien penché à l'oblique, on dit Kai. On sait, on connaît les langages. Or, à un certain moment, on voit plutôt l'autorité. Maintenant, on voit un homme aisé. On s'en fout de ta dignité, on ne regarde pas ton intégrité et ta probité. Non, on voit quelqu'un qui est aisé et qui a la main dans la gamelle. Il peut prendre comme il veut. Mais notre système social, malheureusement, est aussi basé, il faut le dire, ça encourage la corruption. Notre société encourage la corruption. Quand tu es bien placé et que tu n'arrives pas à thésauriser, on va dire que non, c'est un maudit, Zakane. Dis-moi, regarde là où on l'a placé, il n'a même pas de maison, juste parce qu'il s'est contenté de ce qu'il a. Une telle société ne peut vivre en dehors de la corruption. Donc il y a un travail, c'est vrai, de sensibilisation à faire, même si moi, vraiment, je suis en train de cesser de croire au format classique de la sensibilisation en ce qui concerne certains aspects de la vie. Il faut la coercition, il faut la contrainte, il faut la loi, il faut la chicotte. Ces fraudes, on ne peut pas les arrêter si on ne revient pas à la loi. On ne peut pas l'arrêter tant que aussi la loi n'est pas égale en haut, au milieu comme en bas. Que représentent nos dirigeants? Qu'est-ce qu'il inspire à la jeunesse aujourd'hui? Ce qu'il a dit est plein de sens. Et c'est profond comme problème d'éthique au Niger, de l'ensemble du Niger. Donc, les grands n'inspirent pas les petits à bien faire. La responsabilité se trouve donc au niveau de l'État? En tout cas, il y a une grande responsabilité à la faille originelle. La faille originelle vient de l'État. Quand vous regardez les films de science-fiction, on dit on a fait une faille dans le magma, un monstre est sorti. Cette faille-là, c'est l'État qui l'a créée. Si des monstres sont sortis de sous terre, c'est que c'est effectivement le politique qui a créé cette faille-là. Pourquoi? Parce que lui-même il fait, et ensuite il couvre les faussaires à travers l'impunité sous prétexte qu'on a le pouvoir. Donc je peux dire que c'est eux qui ont ouvert la faille pour que les monstres sortent. Et maintenant, mais écoute, quand vous savez, il y a un proverbe en Hausa qui dit que c'est ça. Parce que vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle la dominante dans un troupeau de vaches ou le dominant dans un troupeau d'animaux. Là où le premier va, les autres vont le suivre. Et malheureusement, nous avons eu des dévanciers à une certaine époque qui ont rompu avec l'éthique, la dignité, la probité. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle ait? Nous, on a beau dire aux élèves moral, ils vont penser que c'est un cours comme l'autre. On apprend, on vient, on récite et puis c'est fini. Voilà, il se faut. Le temps est contre nous. Nous passons donc à la deuxième partie du forum qui porte sur les voies de sortie. L'association des parents d'élèves El Hadji Yacoub Yaye, malgré donc les dispositions prises par l'État dans l'organisation de ces examens, les fraudes et les tricheries étaient à la une des médias et des réseaux sociaux cette année. Selon vous, est-ce qu'il y a eu des insuffisances dans l'organisation de ces examens? Moi, je pense que l'organisation des examens, toute la chaîne est à revoir. Parce que c'est l'État qui organise les examens. Et parfois, vous savez, la fraude commence avant même
les examens proprement dits. Parce que les épreuves sont gérées au niveau de ces ministères-là. C'est eux qui préparent ces épreuves. C'est eux qui les multiplient. Mais malgré tout, on arrive parfois à avoir des gens qui arrivent à subtiliser des sujets dans ces épreuves-là qui ont été préparées et à les ventiler sur les réseaux parfois avant même la date des examens. Ça, l'État doit voir comment régler ce problème. Si c'est au niveau de la multiplication des sujets et autres, si c'est telle ou telle direction qui a failli, l'État doit prendre des mesures pour éviter, en tout cas, qu'il y ait fraude à ce niveau-là. Maintenant, de l'autre côté, je pense aussi qu'il faut voir le côté des enseignants. Ils font de leur mieux, ils font beaucoup d'ailleurs, mais beaucoup vivent dans une situation économique précaire. Quand quelqu'un n'a même pas les 500 francs pour manger et qu'il a la possibilité d'avoir 100 000 francs tout de suite, en tout cas, il lui faut une bonne dose de dignité et de bonne foi pour ne pas être tenté à frauder. Les enseignants doivent être vraiment... Il faut voir comment les rémunérer beaucoup plus que ce qu'ils ont présentement. Et Fred Hassan, membre donc de l'USN, est-ce que cette année, il y a eu des insuffisances dans l'organisation des examens? Les insuffisances, il y en a eu autant. C'est pourquoi nous sommes là même en réalité. Parce qu'au niveau de l'OBN, il faut dire que c'est la première fois il y a eu l'expérimentation du système en ligne, des dépôts de bac, les inscriptions, ainsi que même la diffusion des résultats du baccalauréat notamment, par l'Office du baccalauréat du Niger qui est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y en a eu autant de difficultés, notamment les difficultés en amont que nous avons décelées, c'est surtout au niveau des dépôts, de l'inscription des candidats. Si vous avez constaté, c'est cette année, depuis 3 ans ou 4 ans, qu'il y a eu moins de candidats au baccalauréat, contrairement aux 3 dernières années. Parce que les mécanismes d'abord des dépôts en ligne n'ont pas été respectés. Il y a eu beaucoup de mafias. Je parle ici d'inscription. Il y a un arrêté qui fixe les frais d'inscription des candidats au baccalauréat. Un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur qui les fixe à 1500 pour les candidats officiels. Et il y a des écoles et des fondateurs d'écoles ainsi que des proviseurs, même des établissements publics qui ont ouvert, et en complicité souvent avec l'OBN, qui ont ouvert des checkpoints c'est-à-dire des kiosques en collaboration avec les télécentres pour avoir prélever 10 000 francs sur un candidat. Moi, j'ai vu beaucoup de cas à Niamey, notamment dans les quartiers aéroports où on a prélevé 7 000, 10 000 francs, un seul candidat. Imaginez un parent qui a 3 candidats, elle va payer 30 000. Et je pense que alors qu'il y a l'arrêté qui est là, l'OBN ne l'a pas diffusé sur sa page. Et nous étions partis, nous sommes allés pour voir l'OBN. L'OBN a décliné sa responsabilité. Et après, nous sommes rendus compte que l'OBN était impliqué surtout par des agents privés de téléphonie mobile. Les agents mobiles dans les quartiers qui recensent les baccalauréats, c'est un diplôme important, qui prennent les papiers, les dossiers des candidats et ils donnent 10 000, 15 000 francs. Et après, il y a l'OBN à sa part dans cette mafia. Et c'est pourquoi il y a eu au préalable des difficultés. Maintenant, dans l'organisation du baccalauréat lui-même, c'est vrai, cette année, il faut s'en féliciter. C'est en réalité à l'actif, pas seulement de l'OBN, mais de tous les acteurs et principalement des structures de la société civile, des syndicats de l'éducation et même de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fuite qu'on a connu de par les temps, il n'y a pas eu ce phénomène de fuite. Et c'est par ailleurs à féliciter. Mais il y a eu autant de tares qu'il faudrait réparer pour les futurs. C'est-à-dire il y a des correcteurs qui ont été recrutés qui ne sont même pas des enseignants. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins des correcteurs qui ont été recrutés qui sont des étudiants, des civicards. On les amène. Un correcteur qui n'a jamais enseigné la terminale
ou qui n'est pas habitué à enseigner mathématiques ou philosophie, comment pourrait-il corriger en toute éthique et déontologie la copie d'un candidat? Mais parce qu'il a passé par d'autres canaux, notamment en contrepartie de quelque chose, ils ont été recrutés, principalement dans les centres urbains. Il y a aussi la question en ligne, de la numérisation du baccalauréat. Cette question doit être améliorée parce que beaucoup de candidats ont vu leur nom apparaître sur la plateforme numérique créée de l'OBN. D'autres, dès qu'ils partent réclamer, ou bien ils partent au niveau de l'affichage, on voit leur nom. Et d'autres, on leur écrit refusé, ils viennent, ils voient leur nom au niveau du jury. Et je pense qu'il y a un sérieux problème. C'est vrai, peut-être c'est des gens d'une autre génération qui gèrent en réalité cette question de numérisation, surtout que les nouvelles technologies de l'information sont de la nouvelle génération. Je pense qu'il est important de recruter des agents qui s'y connaissent dans les domaines et ou de sous-traiter avec des sociétés de télécommunications pour que dans l'avenir nous ne puissions pas nous retrouver dans ce genre de mauvaises pratiques. Parce que ça crée un véritable problème à notre niveau. Aujourd'hui, même ce matin, il y a des camarades qui nous ont appelés, ils ont les mêmes problèmes. Certains, on leur dit qu'ils ne peuvent pas, ils doivent attendre jusqu'à l'année prochaine. Alors qu'on les a, ils ont la fiche, ils ont la photo de leur nom. Et leurs parents sont avec eux. Ils nous disent comment faire. Et l'OBN n'a pas une solution. Les jurys, chacun est retourné chez lui. Et ils ont vu leur nom sur les premières affiches. Sur la plateforme, ils n'ont pas vu leur nom. Vice-versa. Soit on voit son nom sur la plateforme et on ne voit pas son nom. Vous voyez, donc, entre autres, il y a beaucoup de difficultés qu'il est important de oui, et Fred, résoudre. Aujourd'hui, comment faut-il faire pour améliorer cette situation? La première des choses, on l'a demandé, c'est d'auditer l'OBN. L'OBN devait être audité comme toutes les autres institutions de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte. Pour notre pays, il est important de moraliser la gestion des affaires publiques. Il faut que ça soit une éthique pour nos gouvernants, pour nos administrateurs. Il faut que chacun qui puisse avoir une responsabilité minime soit-elle, qu'il puisse en avoir en conscience de la redevabilité et de l'imputabilité qu'il a à l'égard de l'État. Mais si on va laisser des choses se passer, c'est-à-dire on va se retrouver toujours à la case de départ et c'est des lamentations et nous allons revenir encore à la case de départ. Ce qui est important, d'abord, c'est d'auditer l'OBN, la gestion des examens, d'auditer tous les services qui font les baccalauréats, les examens, notamment l'ONEX, ainsi que bien d'autres. Les BEPC, voir dans quelle mesure aujourd'hui aussi moderniser les cadres normatifs et institutionnels d'organisation du BEPC pour qu'ils puissent avoir la crédibilité qu'il faut. Et à long terme, voir dans quelle mesure aussi ramener les CFEPD qui n'est plus et qui cause aujourd'hui véritablement beaucoup de préjudices à notre système éducatif. Voilà. Merci Issouf Arzika. Comment faut-il améliorer l'organisation des examens au Niger? Merci beaucoup. Je tiens à ajouter que le phénomène qui a surgi ces derniers temps et qui est extrêmement grave, qu'il ne faut pas négliger, c'est la question justement de la correction des copies. Et lorsque on avait commencé à dénoncer la désignation complaisante des correcteurs, avec les détails que Fred a donné, je vous assure que on nous a appelés en réunion au ministère de l'Enseignement supérieur et autour du ministère il y avait les syndicats du supérieur, les syndicats du secondaire et il y avait aussi donc l'OBN. Et je peux vous assurer que les échanges ont permis effectivement de déceler l'existence réelle, qui n'est pas forcément une imagination, mais l'existence réelle de ces mauvaises pratiques. C'est vrai, l'OBN s'en était défendu et c'est normal aussi, on peut le comprendre parce qu'il ne peut être qu'un terminal administratif. Dans la procédure de la désignation, il y a un processus en amont qu'il ne maîtrise pas. C'est pourquoi aussi il faudrait que, puisque sachant bien que ça peut entacher l'organisation de l'examen dont il a les responsabilités, on aurait pu en amont aussi prendre des mesures pour que ceux qui allaient être désignés à partir des
des établissements puissent être aussi identifiés comme étant des enseignants capables de corriger et qui avaient déjà tenu des classes d'examen. Que des proviseurs et des censeurs aillent corriger, ce n'est pas grave parce qu'ils ont aussi l'obligation d'avoir, je crois, à peu près 6 heures de classe. Et il se peut qu'un proviseur alors se retrouve à enseigner la terminale toute l'année ou un censeur aussi s'y trouve à le faire. Pour ceux qui ont enseigné les terminales, qu'ils soient administrateurs, c'est pas un problème. Pour ceux qui n'ont pas tenu de classe, qui ont passé leur temps à gratter les papiers toute l'année, et des enseignants qui font par exemple SVT et qui partent corriger maths, sous prétexte tout simplement que non, la correction elle est simple, vous avez les bons résultats et vous avez le barème, il suffit de regarder et de se conformer. Non, la correction c'est une science, c'est un art, c'est un savoir-faire. C'est une certaine susceptibilité à ce que l'élève, le candidat écrit. C'est être sensible à l'effort de l'élève, pas simplement l'aboutissement. La science elle-même s'est trompée combien de fois pour revenir reprendre son processus. Lorsqu'on constate, à plus forte raison, un élève à qui on a appris juste une compétence, il a essayé de la réinvestir sur une copie, qu'on pense que non, il faut oublier tout ce qu'il a fait dans le processus et venir juste au niveau des résultats. Si c'est bon, on met les barèmes, si c'est pas bon. Je crois qu'il y a une science de la correction qu'on appelle la docimologie, la science de l'évaluation. Et il y a des docteurs en docimologie. Il y en a ici au Niger. Il y en a, et ils savent de quoi je parle. On ne vient pas corriger. Ce n'est pas mécanique la correction. C'est un art, c'est une compétence. Et c'est pourquoi, sous forme de recommandation, nous pensons que tous les enseignants doivent être formés un peu dans la notion de la docimologie avant qu'ils aillent enseigner. Parce que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait cette année, c'est des collègues, c'est des enseignants, enfin, ou des soi-disant enseignants. Parce que moi, quand un enseignant est incompétent, je suis d'accord qu'on l'appelle enseignant. Mais quand un enseignant n'a pas de moralité, il n'a pas d'éthique, il n'a pas de déontologie. Quand on fouille bien, il est venu en imposteur de l'éducation juste pour trouver son gain. Et c'est des gens qu'on ne peut pas transformer en enseignants. Si après 5 ans, tu ne prends pas et tu ne t'amourages pas, tu ne te prends pas d'amour par rapport à l'éducation, par rapport au métier d'enseignant, tu ne peux pas devenir enseignant. Oui, tu peux venir en n'étant pas enseignant. Améliorer les examens prochains. Tu peux venir en n'étant pas enseignant, mais à force de pratiquer, tu prends goût et tu continues. Alors, donc, ces pratiques-là, il faut qu'on fouille. Parce que vous savez, il y a des correcteurs qui ont porté des notes sur les copies sans avoir regardé la copie. Et des parents sont en train de réclamer. Des élèves ont eu des réclamations sur une seule matière, ils ont passé au premier groupe. Des élèves qui étaient sur 2 ont eu des réclamations sur SVT, par exemple, ils ont passé au deuxième groupe. Et pour les autres, ça veut dire qu'il y a tant de victimes silencieuses et muettes et causées par tout simplement l'inconséquence de certains correcteurs et la complaisance avec laquelle on a amené certains à gagner de l'argent plutôt qu'à corriger. Aujourd'hui, ces victimes-là, leur avenir académique est compromis et peut-être même leur avenir social est remis en cause. Et qui sait combien de dirigeants le Niger est en train de perdre parce que tout simplement on a amené des correcteurs en conséquence. Il faut qu'on revoie les textes par rapport à cette affaire de réclamation. Quand tu fais ton travail, tu as le droit de regarder comment tu l'as fait. Parce qu'on te sanctionne sur la base du travail que tu as fait. Il ne faut pas qu'on donne en tout cas la possibilité à certains individus inconséquents d'émousser l'avenir d'un candidat. Parce qu'eux, ils sont parvenus et on ne sait comment. Pour la solution, je vous assure, c'est le respect de la loi. C'est aussi de prendre, par exemple, la numérisation du processus d'inscription. L'OEBN aurait pu faire une simulation avant d'aller directement, de se jeter des 2 pieds dans la mare. On aurait pu faire une simulation et détecter les failles et prendre des mesures palliatives pour les cas cités, effectivement, où certains, même après la correction, se retrouvent sur la plateforme et ils ne sont pas sur les listes, ou vice-versa. Ou que ceux qui ont raté leur inscription, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu s'inscrire. Il y en a qui n'ont pas pu prendre des mesures palliatives pour toutes ces insuffisances-là qu'on aura détectées pendant la simulation. Ce qui n'a pas été fait. Mais soit il faut aller dans la numérisation, il ne faut pas le chanter. Nous sommes d'accord parce que ça a fait intervenir moins l'être humain, donc moins de complaisance, moins d'insuffisance. Maintenant, pour éradiquer la fraude, il faut aussi sensibiliser les enseignants. Il faut sensibiliser les élèves. Il faut sensibiliser, d'accord. Mais il faut mettre la loi. Il faut mettre la loi en action. Il faut exiger tout simplement que quand les examens vont commencer du début jusqu'à la fin, en tout cas, que tout celui qui compromet la bonne marche de ces examens-là subisse les rigueurs de la loi. Il faut former les enseignants. Il faut ramener la déontologie dans l'éducation. Mais il faut aussi éviter de stigmatiser. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intervention d'un certain nombre d'entités, qui était venu faire l'arbitrage dans les examens, on a dessaisi l'enseignant de son rôle. J'ai vu des non-enseignants proclamer les résultats devant les candidats.
pendant que les enseignants étaient mis de côté. J'ai vu prendre le téléphone de l'enseignant au même titre que l'enfant qu'il éduque à longueur de journée pour lui dire évite d'être mauvais, évite la fraude, évite. On dit devant l'enfant que ton enseignant là-même n'est pas d'accord avec lui. Il y a des enseignants qui sont blessés dans cette façon de faire. Il faut remettre à l'enseignant son intégrité avant cette émergence de la fraude. Parce que c'est une émergence, malheureusement. Il faut reconnaître que les enseignants organisaient des examens propres. Il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la Halcia, il n'y avait pas. On ne dit pas que les enseignants sont propres. Je viens de dire ce qu'ils ont fait de mal. Mais ils vivent aussi dans des situations intenables qui ne les mettent pas à l'abri de la petite tentation. Quand tu quittes chez toi, la marmite n'est pas posée, le petit est malade du palais, tu n'as même pas de quoi acheter le paracétamol. Il va de soi pour sauver ton enfant que tu fasses des choses qui ne sont pas correctes. Mais je crois que si le minimum est donné aux enseignants nigériens, comme il l'est quelque part dans les pays de la sous-région, je suis sûr que l'enseignant nigérien peut redevenir ce qu'il était auparavant et faire des examens propres sans l'intervention d'aucun arbitre. Maintenant, les fraudeurs en haut, les gros gabarits qui fraudent et qu'on laisse impunis. Moi, je crois que cette affaire de synergie de la société civile doit se mettre en place pour exiger un mécanisme répressif sans exclusion de tout celui qui serait amené de haut jusqu'en bas à compromettre les vrais résultats des examens. Voilà, ici, nous sommes presque à la fin. Nous entamons donc rapidement la troisième partie du forum consacré aux mesures préventives contre la fraude en milieu scolaire, notamment au cours des examens. Ici, El Haj Yacouba Yaye, membre donc du bureau régional de l'association des parents d'élèves au titre de la région de Niamey. Comment prévenir efficacement les fraudes afin donc d'éradiquer ce fléau qui entache la crédibilité des diplômes nigériens? Merci, madame. Et comment éviter les fraudes aux examens? Nous savons très bien que les examens sont organisés par l'État ici au Niger. Et comment éviter les fraudes? De la préparation jusqu'à l'exécution même des examens, il faut revoir toute la chaîne. Parce que si on prend un seul maillon de la chaîne, on traite, ça ne va jamais régler le problème. Donc, on voit toute la chaîne. Les épreuves, pour commencer, comment les épreuves sont choisies et ceux qui sont chargés de les choisir, comment sécuriser ces épreuves-là. Ensuite, pendant les examens, comment éviter dans les salles que des copies, autres que les copies qui sont là, puissent circuler dans la salle. À la fin, les corrections, comme les collègues l'ont dit, un seul correcteur. Il y a beaucoup d'enfants, certainement, qui sont même peut-être admis à ces examens, mais qui ont été recalés. Tout simplement parce que le correcteur a porté une mauvaise note et il n'y a aucun moyen de contrôler si ce n'est pas l'enfant qui vient réclamer. Et parfois, même si l'enfant vient réclamer dans certains centres, le délai déjà est passé. Donc, pourquoi ne pas trouver un mécanisme pour que quand tu corriges mal, que tu sois sanctionné, toi, correcteur. Il faut bien que l'État pense à tous ces aspects-là. Je crois que si on essaie de revoir toute la chaîne des examens, nous avons des gens compétents qui peuvent réfléchir sur ça et qui peuvent nous amener en 24 heures vraiment des solutions idoines dans ce domaine-là. Ils sont là. Et Fred Hassan, chargé à la presse à l'USN, comment prévenir efficacement les fraudes au Niger? Moi, je pense que c'est comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est pour prévenir ces fraudes. En réalité, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur et surtout ne pas être complaisant. Il faudrait que l'État assume sa responsabilité régalienne, qu'il puisse assurer une bonne organisation et mettre à la place qu'il faut les acteurs qu'il faut, qui sont compétents, qui sont véritablement compétents. Et il va falloir surtout cultiver une pédagogie de l'exemple. C'est ce qui manque dans notre pays. Surtout au niveau de l'éducation, il va falloir
instaurer un contrat de performance éducatif qui puisse permettre de promouvoir la qualité et de sanctionner ceux qui en seront récalcitrants. Parce qu'il faut toujours encourager les meilleurs et réprimer ou sanctionner celui qui ne l'est pas, pour promouvoir toujours la qualité, ce qui ne se fait toujours pas jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'il est important aussi pour tous les acteurs, et surtout qu'il y a aujourd'hui un point d'honneur qui est mis par rapport à l'éducation de notre pays. C'est pourquoi au niveau de l'ISN, nous exigeons en réalité la convocation des États généraux de l'éducation au Niger au regard de tous les travers dans ce secteur, pour que tous les acteurs, ensemble avec les gouvernants, puissent se retrouver, réfléchir, diagnostiquer et faire une radioscopie totale de notre système éducatif nigérien qui est en réalité mis au banc de l'histoire. Je pense qu'il est important pour tous les acteurs de concourir à la bonne éducation de la nouvelle génération, parce que c'est de cela qu'ils honoreront leurs devoirs de génération. Nous sommes donc à la fin du forum sur les fraudes aux examens en République du Niger, comment gérer et prévenir les cas. Nous étions en compagnie de Issoufou Arzika, vice-président ASSO EPT, El Hadj Yacouba Yaye, membre donc du bureau régional des parents d'élèves au titre de la région de Niamey, et Fred Hassan, chargé à la presse à l'USN. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La réalisation Mustapha Ayouba, la technique Issa Lawali. Merci donc à nos invités. Le programme continue sur le studio Kalong.